l'invasion militaire russe en Ukraine, une actualité largement commentée par les médias. De nombreuses condamnations, des sanctions sont tombées après l'offensive de Moscou. Cabinet, quel regard portez-vous sur cette actualité-là? Ben, je pense qu'aujourd'hui, une des thèses de Fukuyama qui est remise en cause, celle de la fin de l'histoire, en référence à la guerre 39-45. Le politologue américain d'origine japonaise avait pensé qu'on avait fini avec les guerres et l'Europe redevient soudain, depuis jeudi dernier, un nouveau champ de bataille où des soldats russes et comment j'allais dire, des missiles qui tombent sur Kiev et d'autres villes. Je crois qu'il y a aujourd'hui une question fondamentale qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut craindre une espèce d'embrasement du monde après tout ce qu'on sait en termes de capacité de la Russie, notre capacité militaire, mais aussi capacité sur le plan diplomatique. On sait que personne ne pensait jusqu'avant jeudi que il passerait à l'offensive, aussi bien pour des États comme la France, même si Biden avait quand même alerté. On n'en arrive pas. La seule explication qu'on trouve, c'est de dire que Poutine est devenu irrationnel, alors même que depuis 8 ans déjà, il menaçait. On ne l'a pas tout à fait pris au sérieux et ça a commencé par la Crimée et d'autres entités, d'autres localités, plutôt d'autres pays anciens de l'URSS. On est aujourd'hui devant les faits accomplis. Et il faut continuer donc à espérer que la menace nucléaire qu'a brandi récemment Poutine ne sera pas mise en branle et que on resterait un peu dans un schéma qui mettrait en avant la diplomatie, parce que comme l'a dit le président Sarkozy, au-delà de la diplomatie, c'est la guerre. Prioriser les négociations. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé l'OTAN et le monde à bâtir une coalition anti-Poutine. La question que l'on se pose à présent, c'est celle de savoir si l'Ukraine peut vraiment résister face à la force russe. L'Ukraine peut résister, mais jusqu'à quand? C'est là la question. Elle résistait déjà. Vous savez, c'est vrai qu'il y a les armes, il y a tout ce que la Russie a comme artillerie, comme armes lourdes, comme le disait Cabinet tout à l'heure. Mais il y a aussi la détermination du peuple ukrainien qui veut résister à tout prix. Mais bon, ça ne va pas être facile pour les Ukrainiens sans aucune aide extérieure. Et aussi, c'est difficile pour les pays, les puissances internationales d'intervenir directement dans la guerre entre ces deux pays-là. Mais je pense que ce qui peut-être devrait nous intéresser le plus, c'est qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence sur l'Afrique, sur la Guinée particulièrement. Et c'est là le débat, parce qu'il y a la géopolitique mondiale qui va changer à partir de maintenant. Vous savez que la priorité dans le monde, l'une des priorités, c'était la lutte contre la pauvreté, contre la faim. Mais on commence déjà à constater que la plupart des pays sont en train d'aller vers l'acquisition d'armements. Donc le réarmement devient la priorité des priorités actuellement, et ça risque justement de compromettre les objectifs que les Nations Unies et même le monde entier se sont fixés en termes de développement d'une manière générale. D'accord. Alors, Communauté Film, c'est l'heure de votre rubrique Parole à la diaspora. Ce mercredi, nous donnons la parole à un de nos compatriotes. Il s'agit de Monsieur Issa Sadio Diallo, président du Conseil des Guinéens de l'Ukraine. Bonjour et bienvenue, Monsieur Diallo. Oui, bonjour madame, comment vous allez? Bien, merci. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Alors, comment vivez-vous l'agression militaire russe en Ukraine? Vous savez, honnêtement, c'est indescriptible, il faut le reconnaître. J'ai beaucoup lu ou bien j'ai beaucoup certainement regardé des films, mais fort heureusement, auparavant, je n'avais jamais vécu la guerre réellement. Mais cette fois-ci, je vous jure que c'est vraiment terrible.
Et surtout, même si on ne bombarde pas, mais chaque 30 minutes, là où nous sommes, on reçoit un signal de détresse qui nous informe qu'il faut aller se caser dans les bunkers. Et dès qu'on arrive, quelques minutes encore plus tard, on se dit, bon, c'était une fausse alerte. Alors, il faut remonter encore à la maison. Mais je vous jure qu'effectivement, ce stress-là, cette peur qui est là toujours au ventre, c'est ce qui fait même d'ailleurs parfois plus mal. Donc, ça, c'est à voir déjà, ça, c'est, disons, l'état qu'on vit, et depuis déjà que ça a débuté, pratiquement, c'est comme ça. Et fort heureusement que la majeure partie de nos compatriotes guinéens qui vivaient ici en Ukraine, je peux dire qu'à peu près déjà les 90% sont déjà de l'autre côté de la frontière. Donc, de ce côté, on peut dire alhamdoulilah, et donc les gens sont en sécurité. Et ici aussi, on espère beaucoup quand même que les pourparlers qui étaient prévus aujourd'hui doivent aboutir certainement à une entente pour au moins, même si c'est temporairement, quand même un cessez-le-feu. Puisque là, on espère beaucoup sur ça. Franchement, c'est terrible. Vivre avec la peur au ventre, une peur bleue. Sur les réseaux sociaux, à travers les médias, des Africains témoignent de leurs difficultés à passer les frontières pour sortir de l'Ukraine. Est-ce vérifié de votre côté? Vous savez, au départ, effectivement, comme je ne sais pas comment réellement vous faire une description, c'est comme si, par exemple, on avait mis le pied, on a tapé avec le pied une fourmilière, et vous savez que là, les fourmis, chacun cherche quand même à se sauver, et chacun court dans une direction. Donc, ce qui fait qu'au niveau aussi des frontières, effectivement, c'était le cas. Et l'unique chose qui était là, qui compliquait un peu les choses, c'est que les gardes frontières, en ce temps-là, ils avaient dit, voilà, il faut y faire des priorités. D'abord, priorité aux femmes avec les enfants, ensuite priorité aux vieux, et ensuite priorité aux Ukrainiens, et maintenant, par la suite, prendre maintenant les étrangers. Et les étrangers, parmi les étrangers, vous voyez que ceux qui sont beaucoup plus remarqués, c'est les Noirs, effectivement, puisque, bon, eux, déjà à distance, on les distingue, et effectivement, ils étaient les plus nombreux, il faut le reconnaître, puisque ce n'est pas facile pour eux, et il n'y a pas d'hébergement comme concrètement dit. Donc, il faut quand même que chacun cherche à se sauver, et parmi eux, d'ailleurs, il faut reconnaître que beaucoup avaient des difficultés pour obtenir ici les papiers pour rester. Donc, c'était une raison de plus que tout le monde se bouscule pour quand même quitter le pays. Donc, c'était une occasion, d'ailleurs, pour beaucoup, pour atteindre l'Occident. Et c'est des choses qui avaient vraiment compliqué les choses. Et, disons, la police, parfois, n'agissait pas comme ça se doit. Et d'ailleurs, je peux profiter de l'occasion pour en féliciter la cellule de crise qui était organisée à cet effet à Conakry, disons, au ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et guinéenne de l'étranger. Car on n'a pas hésité d'appeler son Excellence, Monsieur le Ministre, pour lui en parler, pour essayer de voir s'il peut influencer, disons, l'ambassade d'Ukraine au Sénégal, pour que ceux-ci, à leur tour, influent sur, disons, les affaires étrangères ukrainiennes et à leur tour, disons, à la police de l'immigration. Bon, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire du tic au tac. Et vraiment, la procédure administrative étant trop longue, franchement, et les jeunes qui étaient là à la frontière étaient vraiment dans des conditions difficiles, puisque beaucoup d'entre eux avaient marché, disons, presque 40 kilomètres. Et puis, c'est le froid. Ici, c'est l'hiver, ce n'est pas l'été. Donc, il fait frais, excessivement froid. Les gens n'ont pas à manger ni à boire. Et puis, avec tout ça, ils avaient des valises qu'ils prennent avec eux. Et certains parmi eux avaient aussi des enfants. Donc, arrivé à la frontière maintenant, quand on dit, bon, toi, tu attends un peu, il faut que l'autre la passe. Vraiment, ça avait fait certaines irritations et ça avait vraiment fait soulever les esprits, et ce qui fait qu'il y avait vraiment eu des bousculades. D'accord. Voilà, c'est tout ce que moi je peux dire comme ça. Et avec... Oui. À l'instant où nous parlons, où est-ce que vous vous trouvez? À la frontière?
ou dans quelle ville? Et nous apprenons également qu'il y a une délégation guinéenne qui se trouve actuellement à la frontière pour venir au secours des Guinéens. Est-ce que vous êtes en contact avec cette délégation-là? Effectivement, moi personnellement, je me trouve actuellement à Kiev, à la capitale. Je suis à la maison avec ma famille. On est là, tous casés. Je suis là avec ma femme, mes 2 enfants, ma belle-mère avec la petite sœur à ma femme, et puis sa fille aussi, et une amie aussi à ma fille. Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous déplacer? Donc, au départ, j'attendais franchement pour que je m'assure que tous les Guinéens qui vivaient en Ukraine ici étaient sortis, d'une part, et la majeure partie des Africains, puisque n'oubliez pas que je suis encore le président du Conseil africain en Ukraine. Donc, d'une part, je m'occupe des Guinéens et de l'autre aussi la majeure partie des Africains. Donc, il fallait que je m'assure effectivement que les gens sont en sécurité. Et ensuite, je vais bouger. Et fort heureusement, aujourd'hui, il y a un peu d'accalmie, il faut le reconnaître. Donc, ça facilite les choses. Et je peux dire aussi que actuellement, au niveau de la frontière, pratiquement, il n'y a pas assez, disons, d'étrangers, puisque la majeure partie a déjà traversé. Il reste certainement quelque peu les tout derniers qui avaient quitté et qui sont arrivés à la frontière. Et aujourd'hui, il n'y a pas de bousculade. Les gens passent tranquillement puisque déjà l'appel lancé qu'on avait adressé, disons, à l'ambassade d'Ukraine à travers notre ministre des Affaires étrangères avait été entendu. Et même j'ai eu l'occasion aujourd'hui de parler avec son Excellence l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal qui m'ont appelé pour se rassurer effectivement que leur appel avait été entendu. De l'autre côté, disons, de la frontière, du côté polonais, effectivement, depuis samedi soir, monsieur Aboubakar Sidiki Konaté, qui est ministre conseiller et chargé d'affaires de l'ambassade de Guinée en Allemagne, avec son associé, monsieur Farah Kamano, sont tous, disons, au niveau de la frontière qu'on appelle Médica. Ils étaient venus et ils sont restés à recevoir nos compatriotes qui ont déjà traversé la frontière. Et c'était pour le recevoir et ensuite le diriger vers Varsovie où la communauté guinéenne ou le conseil des Guinéens de l'étranger, section Pologne, était quand même sérieusement et fortement mobilisé, réellement, il faut les remercier en passant. Ils ont fait vraiment un travail de fourmi. Ils ont beaucoup aidé et ils ont reçu pratiquement tous les Guinéens et chaque jour ça venait de partout, de toutes les frontières. Et à certains qui venaient officiellement s'adresser aux membres de l'ambassade et il y a beaucoup qui ne passaient pas à travers puisque bon, il faut reconnaître qu'ils pensaient de l'ambassade de les mobiliser pour finalement les rapatrier en Guinée. Donc, ce qui fait que pour beaucoup d'entre eux ne voulaient pas vraiment s'adresser aux membres de l'ambassade. Donc, finalement, quand même, à Varsovie, nos compatriotes qui sont là, les membres du CGE, ça c'est en l'occurrence monsieur Mamad Djambari et monsieur Kaba, Ibrahim Kaba. Honnêtement, ils ont fait vraiment un bon travail. Ils ont loué des appartements et là où ils payent, et ensuite, ils préparent à manger pour tous qui viennent, qui ont le temps maintenant au moins de se laver, de manger et puis de se reposer pour par la suite continuer à la majeure partie déjà à traverser les frontières aussi pour soit l'Allemagne, soit pour la France, la Belgique et les autres pays de l'Occident. Il y a d'autres même qui sont arrivés déjà en Italie. D'accord. Avec la situation, chacun joue son rôle. Les médias qui communiquent beaucoup, qui abordent le sujet largement, les autorités qui jouent leur rôle et la diaspora guinéenne à travers le monde qui est venue à votre secours. Oui, affirmatif. Franchement, je vois une coordination et je peux vous avouer que si effectivement toute chose en Guinée se faisait comme ce que les soutiens, les apports et l'attention que nous avons vécu ici, je pourrais vous dire que la Guinée, c'était le meilleur pays. Franchement, nous sommes trop réconfortés. Et nous avons eu beaucoup de soutien, et des prières, des appels, des écrits. Et puis, même de votre côté, les mass médias qui s'intéressent beaucoup aussi à nos questions, à notre situation.
et les autorités aussi, en l'occurrence, même jusqu'au plus haut niveau de la présidence de la République, et pratiquement à tous les niveaux, les gens sont intéressés, ils veulent savoir vraiment ce que nous voulons et ce qu'il faut faire au moins pour nous. Bien sûr que, disons, les soutiens matériels n'arrivent pas toujours au bon moment, mais je peux aussi remercier en passant le CGE, disons, le Conseil guinéen de l'étranger, ils ont tous réunis. Ils nous ont fait vraiment un apport vraiment important qui nous a beaucoup aidés, surtout pour ceux-là qui sont à la frontière au niveau de Louvive. Notre représentant là-bas, c'est ce qu'il a reçu. Il utilise régulièrement, puisqu'il y a beaucoup qui arrivent au niveau de la frontière à Louvive. Ils n'ont pas même de quoi, disons, acheter à manger ou bien de l'eau à boire. À plus forte raison, payer le transport ou encore autre chose. Donc, avec ces aides de première, disons, de premier coup, c'est ce qu'on utilise pour pouvoir soit payer le transport pour ceux-là qui n'en avaient pas, ou bien payer au moins ou dormir pour ceux-là qui ne pouvaient pas avoir la place dans les moyens de locomotion et ne pouvaient pas dormir dehors. Et ensuite, donner quand même l'argent de poste pour certains, même si c'est sûrement symbolique. Du côté ukrainien, c'est ce qu'on a beaucoup utilisé. Maintenant, de l'autre côté, heureusement, les représentants de l'ambassade aussi avaient vraiment fait leur travail. Et aussi, disons, la communauté guinéenne de la Pologne. Vraiment, ils sont à remercier. Monsieur Issa Diallo, président du Conseil des Guinéens de l'Ukraine, merci de répondre à nos questions. C'est à moi de vous remercier. La main sur le cœur, recevez tous nos encouragements, une forte pensée à tous nos compatriotes, à toutes ces victimes. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Continuons dans cette allure. Je crois que bientôt la Guinée sera vraiment très, très prospère et fière de ses citoyens. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse et bénisse la Guinée et les Guinéens. Allez, au revoir. Très rapidement, docteur, vous souhaitez réagir? Mais rapidement, il y a deux choses. La première, c'est le constat qu'on fait, quand même, que les autorités s'intéressent à la situation de nos compatriotes qui sont en Ukraine, le ministre des Affaires étrangères jusqu'au président de la transition. Je pense que ça, c'est important à mentionner. Le second constat, rapidement, c'est le mental. On comprend qu'ils ont un mental fort, ils ont un mental d'acier, parce que nous qui sommes ici, nous-mêmes, nous avons plus peur qu'eux qui sont sur le terrain. Et là, je constate quand même que ils tiennent le coup, et justement, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas que le mental tombe, il faut qu'ils continuent à espérer qu'il y aura des lendemains meilleurs. Il faut garder espoir de l'Ukraine. Nous partons au Canada. Docteur Monsieur Mamadou Ouri Diallo, lui est président du Conseil des personnes d'ascendance africaine du Nouveau-Brunswick. Je pense que j'ai bien prononcé, une province du Canada. Bonjour, Monsieur Diallo. Oui, bonjour, Madame Aïssatou. Nous sommes pris par le temps. Monsieur Diallo, quelle est votre mission? Et parlez-nous du quotidien des Guinéens sur place. Moi, j'aimerais tout d'abord vous rappeler que vous remercier justement de l'invitation. Je suis le président du Conseil des personnes d'ascendance africaine qui regroupe les personnes issues de différents pays africains. Alors, pour revenir au cas spécifique de la Guinée, il faut rappeler que d'après les dernières statistiques des Statistiques Canada, il y a au total 5725 Guinéens au total qui vivent à travers le Canada. Ce qui voudrait dire qu'il y a assez de Guinéens qui sont confrontés justement à des défis qui s'attachent un tout petit peu à l'intégration et à différents volets de l'intégration. J'aimerais parler notamment de l'intégration économique, l'intégration culturelle, juridique et même climatique. Donc les Guinéens, pour la plupart du temps, qui nous viennent de la Guinée, se heurtent un tout petit peu à un différent système. Nous avons l'habitude d'étudier un système francophone là et on arrive au Canada avec un système totalement différent. Donc, ce sont entre autres certains enjeux que rencontrent les différents nos compatriotes au Canada, d'autant plus que c'est un pays à majorité bilingue aussi. Alors, Monsieur Diallo, très rapidement, vous avez un message particulier à lancer? Oui, le message particulier, c'est vraiment un message d'entente, d'union et surtout de solidarité lorsque nous sommes à l'international en ce qui concerne les défis que nous faisons face.
pour la plupart des Guinéens et comme d'autres personnes africaines aussi, nous sommes confrontés à des défis qui sont aussi liés à aux discriminations, qu'elles soient systémiques ou même institutionnelles. Donc, ça serait bien que les différentes associations à travers le Canada se donnent les mêmes pour faire face justement à ces différents défis qui nous concernent. Mamadou Diallo, président du Conseil des personnes d'ascendance africaine du Nouveau-Brunswick, province du Canada. Merci d'être avec nous. Merci, passez une bonne journée. Cabinet, je te prive d'un dernier message dans cette émission. Dr Aliou Bari, expert en gouvernance, invité du jour, Cabinet Fofana, chroniqueur de cette émission. Merci à tous d'avoir été des nôtres.